Bonjour à tous et bienvenue sur le live des Assises de la pêche. Nous rejoignons aujourd'hui Monsieur Dimitri Rogov. Merci de nous accorder cet entretien. Alors nous sommes des étudiants en master et doctorants de l'école universitaire de recherche IFSI qui rassemble des laboratoires de recherche et des masters pour travailler sur la durabilité de la filière halieutique et de toutes les sciences associées. Elle est financée par le plan d'investissement d'Avenir France 2030. Et aujourd'hui, nous souhaitons vous poser quelques questions relatives aux enjeux et aux défis que rencontre la filière halieutique et les océans en général. Vous êtes le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie, mais également en charge du pilotage de la commission coquillage de pêche au comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Vous êtes aussi un porte-parole sur la question de la cohabitation post-Brexit dans la Manche et notamment dans les îles anglo-normandes, mais également sur les questions de l'éolien en mer et sur les fonds d'accompagnement. Alors tout d'abord, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont conclu en mai dernier un nouveau partenariat stratégique concernant la pêche lors d'un sommet inédit depuis le Brexit il y a 5 ans. Pouvez-vous nous dire quelles sont les dispositions qui ont été actées, comment ont-elles été négociées et si vous en êtes satisfait? Alors, le Brexit, c'est une mauvaise affaire pour nous, tout simplement parce qu'on avait un espace maritime qui était communautaire, qui était relativement homogène, et maintenant on a un espace maritime qui est déjà tout petit, qui est la Manche. La Manche, c'est pas un océan, c'est pas une mer, c'est un espace côtier, il faut le voir comme ça. C'est très peu large, c'est très peu profond, et donc cet espace côtier, il est séparé en deux maintenant, avec deux visions qui peuvent être différentes, avec un Royaume-Uni qui est très proactif sur les mesures qu'il prend et une Europe qui est restée avec son train de sénateurs, avec son système où on prend des décisions à l'unanimité, tout ça, donc un système qui ne fonctionne pas. Et on se retrouve avec, au milieu de la Manche, la médiane, qui est une limite un peu fictive. En mer, il n'y a pas de garde-barrière, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barbelés, et avec des réglementations qui sont différentes. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Alors, ce qui a été négocié, nous, on n'a pas été inclus dans la négociation, puisque le Royaume-Uni était en état tiers, c'est Bruxelles qui négocie avec le Royaume-Uni. On a donc perdu de l'espace, on a perdu des quotas. Finalement, ce qu'on a gardé, c'est notre accès dans la ZEE anglaise. Mais à quel prix? C'est-à-dire qu'on voit à la date d'aujourd'hui la mise en place, par exemple, des mesures environnementales côté britannique avec les MCZ, AMP, Air Marine Protégée, où les Britanniques s'en servent pour faire des zones d'exclusion de nos chalutiers, des traînants. Et donc on a comme ça un espace maritime. Si on cumule le Brexit et d'autres enjeux, des enjeux industriels comme les énergies marines renouvelables, on a un espace qui est complètement atomisé, qui est complètement mité de zones interdites, alors qu'il y a seulement moins de 10 ans, quand moi je naviguais, ça n'existait pas. Il n'y avait strictement rien. Et là, en très peu de temps, l'espace est complètement morcelé. Et donc ça, c'est une vraie difficulté pour la pêche. D'accord, merci. Et ensuite, la baie de Seine constitue le plus grand gisement de coquilles Saint-Jacques au monde. C'est une ressource qui est très bien gérée, dont la pêche est extrêmement réglementée. Et tous les gisements normands sont abondants, avec environ 100 000 tonnes de coquilles pour celui en baie de Seine pour l'année 2024-2025. Nous avons l'impression que tout va bien. Cependant, est-ce que cette pêche fait tout de même face à des crises et des défis? Et si oui, pouvez-vous nous dire lesquels? Ouais, pour parler de la coquille Saint-Jacques, il faut 2 heures. La coquille Saint-Jacques, ça a été mon job, quoi, quelque part. C'est comme ça que j'ai commencé au comité régional, en m'occupant de coquille Saint-Jacques. Alors, effectivement, c'est le plus grand gisement du monde parce qu'on trouve que des Pecten maximus qu'en Europe. C'est pour ça qu'on dit que c'est le plus grand du monde, mais ailleurs dans le monde, il n'y en a pas. 100 000 tonnes, c'est vrai que c'est un stock énorme, c'est un objectif qu'on s'était donné. En fait, c'est la caricature de ce que devrait être la pêche, c'est-à-dire travailler sur des ressources abondantes. La pêche, à la date d'aujourd'hui, elle travaille sur des pics de recrutement. Il y a des bonnes et des mauvaises années, tout le temps en dents de scie. Et ça ne peut pas fonctionner, quoi. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu 50 ans de pêche durable et responsable. Non, c'est 50 ans d'effondrement des ressources. Voilà. Sauf la coquille Saint-Jacques. Alors, nous, on peut faire cocorico en Normandie, on a une vraie réussite, mais d'un autre côté, c'est notre talon d'Achille, parce qu'on a des bateaux qui sont en monoactivité. S'il y a le moindre problème sur la coquille Saint-Jacques, eh ben, on a toute une économie. On a un bateau sur deux sur les 600 bateaux normands qui font la coquille. On a une économie qui s'écroule. La coquille, elle peut être sujet à des problèmes sanitaires. Et par exemple, actuellement, elle est sujet à des problèmes de marché. C'est-à-dire que la coquille Saint-Jacques, l'année dernière, avait un prix moyen de 2,50 €. Alors, moi, quand j'ai commencé à naviguer, il y a 30 ans, la coquille Saint-Jacques valait 18 francs. Si vous savez faire la conversion en francs en euros, vous verrez qu'en fait, le produit s'est dévalué depuis 30 ans. C'est le seul produit de la mer qui n'a pas augmenté.
Et ça, on a des challenges par rapport à ça. Et c'est là où on revient vers le Brexit, puisque notre principal concurrent, c'est le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, auquel on devait mettre des barrières douanières, auquel on devait taxer, on devait faire comme Trump, on va taxer le Royaume-Uni, en fait, on a assoupli les barrières douanières, on a diminué les taxes, et on importe 2 fois plus de noix de Pecten Maximus du Royaume-Uni qu'on en importait avant le Brexit, quoi. Et donc là, on a augmenté notre concurrence, et nous, on ne sera jamais au-dessus, enfin, on n'arrive pas à passer au-dessus du prix. On s'aligne toujours sur le prix anglais. Donc, conclusion, on baisse notre prix, quoi. Et ça, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire, les ressources marines, c'est des ressources en quantité limitée. On doit les valoriser. C'est une obligation, quoi. On ne peut pas pêcher de la coquille à 2,50 €. C'est un produit gastronomique, c'est un emblème. Enfin, ce n'est pas une solution pour avoir des pêcheries qui soient durables. Il y a l'aspect socio-économique qu'il faut toujours mettre dans la balance, quoi. Gérer la ressource, c'est bien, mais si c'est pour la brader, ça ne sert à rien. De la même façon, en Manche, on voit arriver ce qu'on appelle les superpélagiques. C'est-à-dire qu'on voit des bateaux de 140 mètres qui viennent dans la Manche, dans cet espace côtier, pour prélever des énormes quantités de poissons pélagiques. C'est du poisson qui est vendu où? Vous savez où il est vendu? Alors, quand vous allez sur le site d'un des plus gros armateurs du monde, là, par l'Eviette, il explique qu'il nourrit les Africains et les animaux des zoos européens. C'est quand même assez sidérant, quoi. Seulement, quand il nourrit les Africains, il déstructure l'économie locale, il envoie des pains de poisson à 90 centimes, et cette pêche-là, on n'en veut pas. La protéine de la mer, c'est pas un minerai, quoi. C'est quelque chose qu'il faut respecter, qu'il faut sacraliser, quoi. Et ça, on en est loin, malheureusement, à la date d'aujourd'hui. La zone centre-Manche, c'est-à-dire au large de la Normandie, accueillera plusieurs parcs éoliens en mer. Un fonds d'accompagnement a été mis en place. Donc, il s'agit d'un mécanisme financier prévu par l'État et les développeurs des parcs éoliens pour compenser ou accompagner les professionnels de la mer affectés par l'implantation et l'exploitation des parcs. Ce fonds d'accompagnement est-il suffisant pour les pêcheurs ? Et quelle est la position du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie concernant le développement des parcs éoliens ? Alors, tout comme je disais qu'il fallait sacraliser les ressources marines, le fond de la mer, c'est comme des terres agricoles. Si on implante des choses dans les champs des agriculteurs, ils ne produiront plus. Nous, c'est des zones où on ne peut plus produire, très clairement. Alors, tout ce qui touche à la taxe éolienne, là, on est dans du très technique. Parce que vous parlez du parc de Centre-Manche. Centre-Manche, c'est un parc qui est en dehors des 12 000. On ne sait pas quelle va être la taxe éolienne, à qui elle sera distribuée, s'il va y en avoir une, etc. Et ce n'est pas une taxe qui est décidée par les consortiums, par les industriels, c'est une taxe qui est décidée par l'État. C'est un peu une taxe professionnelle, quelque part. Donc en Normandie, on a déjà 3 parcs à l'intérieur des 12 000 qui vont générer de la taxe, effectivement, qui vont générer à terme, par exemple, pour le comité régional, ne serait-ce seulement pour le comité régional, 8 millions d'euros par an, qui devront être redistribués aux pêcheurs sous forme d'appel à projet. Cet argent-là, effectivement, on va le prendre, on ne va pas le laisser, hein, on va l'utiliser, mais très clairement, les pêcheurs préféreraient avoir de l'espace pour travailler et avoir des ressources, plutôt que d'être sujets à demander systématiquement des subventions pour pouvoir vivre. Notre métier, c'est de pêcher, c'est pas d'aller chercher des subventions. Donc c'est un moindre mal, mais ce ne sera pas suffisant de toute façon pour que la pêche puisse s'adapter aux nouvelles contraintes. L'espace qui est morcelé, le problème des aires marines protégées, le problème de la diminution drastique des ressources qu'on a actuellement, et tout ça c'est amplifié par un autre problème qu'on vit déjà au jour le jour, qui est le réchauffement climatique. Si vous avez bien regardé, en Normandie, on a le bulot, qui est la 2e espèce en valeur, qui s'effondre totalement. En Manche Ouest, qui était le fief du bulot, la Granville, la capitale mondiale du bulot aussi, là, on est passé de 9 000 tonnes à 3 000 tonnes. Donc on voit très bien qu'à cause du réchauffement, ça s'effondre complètement, et ces flottilles-là, on ne peut pas les reconvertir. Donc on peut avoir de la taxe éolienne, à partir du moment où on ne peut pas reconvertir des flottilles, elle ne servira pas à grand-chose, la taxe éolienne. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on concentre toute l'énergie offshore française, à date d'aujourd'hui, c'est plus de 60% qui est en Normandie, dans un bras de mer. Donc ça amplifie encore les problèmes, quoi. Nous, on aurait bien aimé que d'autres régions, comme la Bretagne, où il y a un peu de place, ou l'Aquitaine, prennent des parcs éoliens. La difficulté, c'est qu'ils n'ont pas les infrastructures pour écouler l'électricité après. Nous, on est aussi le fief du nucléaire, donc on a tout ce qu'il faut, donc on a la double peine à ce sujet-là.
Le gouvernement ambitionne d'augmenter le pourcentage de zones de protection forte. À votre avis, cela est-il faisable en Manche sans nuire à l'activité de pêche? Bah non, j'arrête pas de répéter que l'espace est morcelé, donc des zones supplémentaires, ça va poser des problèmes. Après, moi je reste optimiste. Je me dis que quelque part, si on protège des zones, il y aura peut-être un effet réserve qui fera qu'on va retrouver un peu plus de ressources. Mais ça, on n'a pas de garantie par rapport à ça. On sait par exemple que les réserves en Méditerranée fonctionnent plutôt bien, mais en Manche, où on a des espèces qui bougent, qui sont migratrices, qui sont saisonnières, on ne sait pas trop ce que ça va donner, quoi. Donc là, on n'a pas assez de recul. C'est pas forcément mal de créer des aires marines protégées, de créer des parcs naturels, les parcs Natura 2000. Après, il faudra bien les évaluer pour savoir si les retombées sont positives ou pas. Pensez-vous que l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice en juin dernier, a été utile pour la filière halieutique? Alors, l'UNOC, elle a une vision un peu mondiale. Donc on n'est pas sur une pêche qui est attachée à un territoire comme nous on la défend, comme nous on la vit au jour le jour. L'UNOC, elle a une vision très mondiale des choses. Donc l'enjeu français là-dedans, il a été un peu surestimé, quoi, quelque part. Et puis l'UNOC, c'était... alors moi, on y a été... Moi, j'y suis pas allé. Et en fait, on n'a pas de délégation française constituée pour l'UNOC, quoi. Là, il y a une espèce de raté. Chacun y a été de son côté. Le comité national n'a pas été foutu de fédérer tout le monde pour faire une vraie délégation française. Il y a eu un peu de com à tous azimuts, parce qu'effectivement planait cette interdiction de chalutage dans les aires marines protégées. Bon, autant dire qu'après l'UNOC, il ne s'est pas passé grand-chose. Des grandes résolutions, plein de bonnes intentions, mais ce n'est pas sur un problème de pays riches, de pays comme le nôtre. C'est surtout sur les problèmes des pays émergents qui ont besoin des protéines pour se nourrir. C'est là qu'est l'enjeu de l'UNOC. Il n'est pas l'enjeu de l'UNOC, il existe peu en Europe. Selon vous, quel rôle les futurs cadres et chercheurs formés en sciences marines, comme nous étudiants de l'école universitaire de recherche IFSI, peuvent-ils jouer pour assurer la durabilité de la filière? Beaucoup. Ils peuvent faire beaucoup. Non. On dit toujours qu'on connaît mieux la surface de la Lune que le fond de la mer. Donc on sait que on a de la connaissance à apporter sur ce qui se passe dans l'eau, dans les écosystèmes. Je parlais par exemple des effets du réchauffement climatique. Je suis allé au colloque d'AgroCampus. On en était encore à des schémas qui datent d'il y a 20 ans, alors que le réchauffement, c'est maintenant, quoi. C'est pas dans 2050, quoi. Là, j'avais des gens en face de moi qui me disaient en 2050. Mais non, c'est maintenant. Et justement, le problème, c'est qu'on n'a pas les modèles mathématiques, on est incapable de modéliser toutes ces choses-là, alors qu'on les vit, quoi. Et là, la science a pris du retard. Donc il faut rattraper ce retard, quoi, quelque part. Non, mais ça me paraît important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pêcher... j'avais une expression qui disait pêcher sans conscience n'est que ruine des océans. Voilà, je paraphrasais. Mais il faut pêcher intelligemment, quoi. Et il faut se rappeler que les produits de la mer, c'est la dernière nourriture sauvage qu'on peut consommer. Après, le reste, c'est de l'agroalimentaire, du canigou. Là, c'est un poisson entier, vous pouvez le prendre et vous le mettez dans votre bouche, quoi, quelque part. Enfin, peut-être pas entier, vous ne mangez pas les arêtes. Mais c'est hyper important, quoi. C'est-à-dire qu'on a accès encore à cette nourriture-là et c'est assez exceptionnel, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut protéger. Alors surtout nous qui n'avons pas forcément besoin de la protéine de la mer pour vivre, nous, le poisson, c'est quelque chose qui est différent. C'est un aliment plaisir. C'est un aliment, il a toutes les vertus d'ailleurs, hein. Il est diététique, il est tout ce qu'on veut. Enfin, on lui trouve plein de vertus, mais surtout, on prend plaisir à manger des produits de la mer. Alors, encore faut-il respecter toute la diversité, et là, c'est un autre problème, c'est le problème de l'aval de la filière, qui est infoutu de sortir de ce qui est tout rouge, là, crevettes, saumon, etc. Donc, nous, on a ça à mettre en avant, c'est-à-dire la diversité de ce qu'on pêche. Et ici, à Boulogne, on est bien placé, on mange pour savoir, on débarque quasiment 50 espèces différentes tous les jours, poissons et crustacés, mais qui consomme de façon régulière 50 espèces différentes? Personne. Et il y a même des espèces qu'on ne consomme plus maintenant. Donc vous avez un rôle à jouer là-dedans, c'est-à-dire vous êtes les futurs consommateurs et vous devez avoir l'esprit ouvert par rapport à tous ces produits-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et on se retrouve pour la prochaine interview.